BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au sommaire aujourd'hui, interview exceptionnelle de Mathieu Gallet qui nous donnera son point de vue, ses explications sur la situation complexe des médias audiovisuels aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure. Meta lance Threads, un concurrent à Twitter. On en parlera dans le journal de Julien Casqui. Et puis notre question cette semaine, au vu des actualités de Twitter, on s'est demandé si les Français s'abonneraient aux réseaux sociaux s'ils devenaient payants. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Notre invité aujourd'hui, c'est l'ancien président de l'INA, l'ancien patron de Radio France et le cofondateur de la plateforme de podcast Magellan. Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Hebdocom aujourd'hui. Vous vous êtes exprimé il y a quelques jours dans une tribune au Monde sur la situation complexe que vivent les médias audiovisuels aujourd'hui. Rapidement pour contextualiser, d'un côté nous avons les chaînes privées qui accusent le service public de concurrence déloyale, entre autres, et de l'autre le service public qui s'en défend et qui considère qu'il s'agit de vieux combats. Le problème viendrait donc d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, comme vous le dites, Netflix, Disney, Amazon qui s'imposent sur le marché pub mondial et sur les télécommandes de plus en plus de jeunes Français. À l'heure où on se parle, le Parlement s'est emparé du dossier et une proposition de loi a été votée. On va y revenir. Vous dites que c'est au pouvoir public d'agir. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce conflit qui oppose aujourd'hui les chaînes privées du service public? Est-ce qu'il est légitime? En fait, j'ai voulu écrire cette tribune, c'est un peu un coup de gueule pour dire le PAF, le paysage audiovisuel français brûle et le gouvernement regarde ailleurs, pour paraphraser la fameuse formule de Jacques Chirac. Moi, ce qui me semble ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs français de l'audiovisuel, privés et publics, qui sont confrontés à une concurrence qui est bien différente de celle qu'il y avait 20 ans, où on avait effectivement les acteurs privés, les acteurs publics, nationaux, qui se faisaient concurrence, et on était entre soi. Aujourd'hui, on a des grandes plateformes qui sont toutes américaines, qui ont des moyens considérables, qui viennent faire de la concurrence à l'ensemble des acteurs nationaux, et on est encore dans des petites guerres picrocolines, même si j'entends les récriminations, pour répondre à votre question, des uns et des autres, mais je pense que le sujet, il est bien au-delà, et cette tribune était là aussi pour faire prendre conscience des enjeux qui sont des enjeux, pour moi, de culture, mais au sens de la civilisation, au sens effectivement de quel est le message que la France, en tant que pays, en tant que nation, veut transmettre dans le monde à travers ses médias audiovisuels. Et puis vous dites aussi que ce conflit sont les prémices d'une crise dont nous n'avons pas encore vu tous les effets. Quels seront les effets dont vous parlez ? Les effets, c'est si on se projette à 5 ans, je ne vous dis même pas à 10 ans, de se dire une marginalisation des acteurs de l'audiovisuel national qui vont se retrouver de plus en plus limités dans leur capacité financière, parce que le marché publicitaire est aujourd'hui concurrencé par ces mêmes plateformes. On le voit, Amazon va lancer probablement une offre comme publicité, celle de Netflix avec publicité. Ces plateformes aujourd'hui ont conquis des millions de foyers français avec leur offre par abonnement, et surtout elles ont un avantage compétitif par rapport aux acteurs audiovisuels traditionnels, c'est qu'elles maîtrisent la data. Elles savent pertinemment ce que vous regardez, qui regarde, quand, comment. Plus que les chaînes de télé traditionnelles. Beaucoup plus, puisque les chaînes de télé traditionnelles sont obligées de passer soit par une diffusion hertzienne, donc là il y a pas de data, soit par les opérateurs télécoms, et elles sont intermédiées par ces opérateurs télécoms. Donc le sujet, il est aussi... ce sujet, il fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une plateforme comme celle de TF1, d'M6 ou celle de BFM et RMC, vous n'avez pas le client final, vous ne le connaissez pas finement, et donc vous ne pouvez pas adresser la publicité au bon moment, au bon endroit. Je pense que vous avez constaté, comme moi, en regardant un jour une émission en replay sur une de ces plateformes, que vous retrouviez parfois avec 3 fois la même publicité
pour, je ne sais pas, des programmes pour enfants, alors que dans votre foyer, il n'y a pas d'enfants. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas aujourd'hui d'adressage. Il y a quand même un minimum de data qui sont récoltées quand on s'inscrit et qu'on indique son âge, son sexe, son lieu. Un minimum, mais vraiment un très, très faible minimum. Par exemple, il n'y a pas la géolocalisation, qui est quelque chose de clé pour pouvoir adresser la publicité de façon fine. Alors vous expliquez cette situation de tension par plusieurs choses. La non-adaptation aux usages qui changent, c'est un fait, hein, on le voit avec l'audience qui baisse et qui vieillit. L'échec des plateformes de streaming françaises, la fusion avortée de TF1 M6 et surtout le gouvernement qui navigue à vue, qui apprend en marchant. Deux questions là-dessus. Quid des plateformes qui existent déjà, comme Molotov par exemple, Arte qui est une plateforme franco-allemande ou encore Canal qui s'en sort pas trop mal. Et deuxième question, est-ce que vous étiez pour la fusion TF1 M6 ? Alors, Canal, vous avez raison, MyCanal, je pense, est aujourd'hui la plateforme payante française. Parce que vous n'en parlez pas dans la tribune. On peut être fier, effectivement, de ce succès, de la façon dont Canal+ a réussi à faire sa mue du monde, effectivement, audiovisuel traditionnel vers le digital. Les autres plateformes qui se sont lancées de façon généralement freemium, je pense à Salto, je pense effectivement à Molotov ou plus anciennement même à MyScreen, qui était le Hulu français, ont échoué pour des raisons diverses à chaque fois, mais qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas de plateforme gratuite qui permette de réunir en France l'essentiel de l'offre. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la fusion TF1-M6 était défensive. C'était un mal quelque part nécessaire, mais c'était qu'une partie de la réponse. Mais personnellement, je pensais qu'on avait besoin de ce rapprochement. Et puis, ce que je dis dans ma tribune, c'est quel rôle pour le service public ? Parce qu'on voit bien les pays dans lesquels les audiovisuels publics sont forts, parce qu'ils sont bien financés, parce qu'ils ont de la visibilité sur le financement, parce qu'ils financent la création, tirent l'ensemble du marché vers le haut. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a vraiment un gouvernement qui ne s'intéresse pas à ces questions de l'audiovisuel public. Les parlementaires, vous l'avez rappelé, se sont saisis au Sénat, à l'Assemblée nationale du dossier, mais pour le coup, où est le ministère de la Culture ? Vous suggérez donc dans cette urgence qu'il faut agir au niveau européen et que les règles françaises anti-concentration dans les médias sont dépassées. Est-ce que là, vous remettez en cause la loi et l'autorité de la concurrence ? Alors, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la loi de 1986 qui, aujourd'hui, effectivement, malgré les nombreuses réformes qu'elle a connues, est dépassée. Les seuils anti-concentration me semblent plus pertinents au niveau national. Je pense que derrière, on a un problème aussi au niveau européen, c'est qu'on n'arrive pas, on ne crée pas les outils qui permettrait d'inciter les acteurs nationaux ou même de façon transnationale à investir davantage dans les contenus. Je pense par exemple à des systèmes qui pourraient être des crédits d'impôt ou qui pourraient être effectivement des facilités d'un point de vue fiscal, des outils qui passeraient par la fiscalité pour pousser en fait les opérateurs à travailler entre eux au niveau européen pour bien financer la création. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on donne à voir de notre pays. La proposition de loi dont on parle, votée au Parlement, propose entre autres la création d'une holding qui rassemblerait le service public, France Télé, Radio France, France Média Monde et l'INA. Ça rejoint un peu ce que vous suggérez dans votre tribune finalement. Est-ce que c'est assez fort ? Alors, la holding, moi, j'ai jamais été très pour. Quand je présidais Radio France, j'étais pas favorable et je n'ai pas changé. Je pense que c'est pas en rajoutant une couche qu'on apportera la solution. En revanche, d'avoir une entreprise unique de l'audiovisuel public national et tournée vers l'international, parce qu'on oublie trop souvent le rôle aussi très important de RFI ou de France 24, tout ça réuni au même endroit avec 3 priorités. L'info en continu, l'offre jeunesse avec une marque forte et qui soit transverse à l'ensemble de l'audiovisuel public. Et puis évidemment de travailler sur l'information locale, sur les territoires. On voit qu'aujourd'hui ça patauge, si vous me permettez l'expression, entre France 3 et France Bleu. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et les chaînes du groupe Altis qui se développent en région. Et vous avez réussi à vous développer, mais en prenant une place qui quelque part était aussi probablement laissée ou pas assez occupée.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de vous positionner pour chapeauter cette holding de service vous savez, public? moi, le Est-ce que ça vous intéresserait? le public, c'est un peu, enfin, le service public, c'est un peu passé. Je suis un peu passé à autre chose. Comme vous l'avez rappelé, on a cofondé avec Arthur Perticos Magellan il y a maintenant 4 ans. Moi, je suis heureux dans ma vie d'entrepreneur. Je ferai probablement d'autres choses dans les mois à venir, mais c'est vrai que le public n'est pas aujourd'hui le secteur dans lequel je me sens le plus investi. Et c'est fort de cette liberté que je me suis permis aussi de prendre la plume. Pour terminer cette interview, on va finir avec un petit questionnaire en rafale, si vous me le permettez. Question courte, réponse courte. Première question, votre réseau social préféré? Probablement Instagram. Votre plateforme de streaming préférée? MyCanal. Votre émission de podcast préférée? Code Source du Parisien. Sybille Veil, président de Radio France, en 3 mots. Une bonne collaboratrice qui a su faire fructifier le travail effectué ces dernières années. Laurent Vallée, qui est le président de l'INA, en 3 mots. Un fédérateur qui a su positionner l'INA comme un média référent en puisant dans la richesse des archives nationales audiovisuelles. Le podcast va-t-il remplacer la radio? Il se substitue pour un certain nombre de populations, mais pour moi, il est surtout complémentaire par rapport au moment de la journée. Si vous étiez une émission de télé, à laquelle vous seriez? Dans laquelle je voudrais participer, vous voulez dire? Quelle est votre émission de télé préférée? Émission de télé préférée, allez, c'est l'été, je vais dire Interville. La télé traditionnelle dans 10 ans, ce sera quoi? Difficile à savoir, mais dans 5 ans, si on ne fait rien, ce sera déjà une situation qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant cette interview, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Non, je trouve que c'est assez complet. Assez complet, y compris parler d'acteurs dont je n'ai pas parlé dans ma tribune, comme Arte ou Canal, qui sont effectivement 2 très belles réussites françaises. Merci beaucoup, Mathieu Gallet, d'avoir été notre invité dans Hebdocom aujourd'hui. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on commence ce journal avec Meta qui lance cette semaine Threads, un concurrent à Twitter. Plus de 10 millions d'abonnés en 7 heures. Threads démarre très fort ce nouveau réseau social. Il reprend tous les codes qui ont fait le succès de Twitter. Un fil d'actualité, des messages avec du texte, une limite de caractères, des photos, des vidéos et bien sûr la possibilité de partager, de commenter. Meta veut profiter des déboires actuels de Twitter après le rachat par Elon Musk. L'application est disponible aux États-Unis, mais il faudra attendre encore un petit peu, au moins le mois de septembre, pour l'avoir débarqué en Europe, la faute à une réglementation plus stricte. Gala va être racheté par le Figaro. C'était une des conditions imposées par la Commission européenne pour que Vivendi, propriétaire de Gala, puisse prendre le contrôle de Lagardère. Vivendi annonce qu'il entre en négociation exclusive donc avec le Figaro pour vendre son magazine People. Le montant avoisinerait les 50 millions d'euros. Vivendi souhaite finaliser cette vente avant cet automne. Et conséquence aussi du rachat de Lagardère par Vivendi, le JDD a entamé sa 3e semaine de grève après la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Bertie Toledano et David Leclabar rempilent à la tête de l'AACC, l'association des agences de conseil en communication. Un deuxième mandat pour la présidente de BETC, le président d'Australie-GAD, Bertie Toledano et David Leclabar souhaitent mettre la création au cœur de leur action. Selon eux, cette création n'est pas menacée par l'intelligence artificielle, comme l'expliquait Bertie Toledano sur le plateau de Good Morning Business. Créer, étymologiquement, c'est commettre un inédit. Vous voyez bien que la synthèse du passé ne peut pas être un inédit. Donc pour commettre un inédit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pensé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à dessein, à destination. Alors les créatifs, ils s'amusent beaucoup, ils montent des maquettes, ils montent des projets, etc. Je pense qu'il y a une partie des projets qui vont être quasiment industrialisés. Et puis il va falloir continuer à commettre de la création, c'est-à-dire des actes inédits, des prototypes.
Voilà, l'intelligence artificielle compatible avec la création publicitaire. Alexia Laroche-Joubert, elle devient PDG de Banijay France. Elle remplace François de Brugada. Alexia Laroche-Joubert a passé 7 ans à la tête d'Adventure Line Production, un filiale de Banijay qui produit Koh-Lanta ou Fort Boyard, votre programme préféré, Rebecca. Elle dirigera les 15 filiales de flux et de fiction du groupe. Le football américain débarque en clair sur M6 jusqu'en 2027. Le groupe a acquis les droits de la NFL, la ligue de football américain aux États-Unis. Il diffusera les matchs sur Six Play, W9 et la finale du Super Bowl sur M6. M6 qui mise sur le sport pour la saison prochaine avec la diffusion de l'Euro 2024 et bien sûr de la Coupe du Monde de rugby en France. À noter qu'en juin, M6 est passé en dessous des 8% de part d'audience tout de même. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, Julien, on a choisi celle de The Fork. Bah oui, parce que Rebecca, quand vous réservez un hôtel, vous vous assurez qu'il n'y a pas une boîte de nuit en bas. Quand vous partez en vacances, vous vérifiez quand même un petit peu la météo avant de partir. Et bien là, c'est pareil pour les restaurants. En tout cas, c'est le message que veut faire passer The Fork qui mise dans cette campagne sur l'humour. L'application de restaurant veut devenir la référence, le réflexe pour choisir un bon restaurant. On écoute et on regarde. C'est vrai, vous pouvez très bien réserver un resto sans utiliser The Fork. Tout comme vous pouvez très bien partir au ski sans regarder la météo. Voyager sans savoir où se trouve votre hôtel. Vous procurez un robot sans vérifier ses fonctionnalités. Arrête de bouger. Oui, mais utilisez l'appli The Fork avec ses filtres personnalisés, ses avis certifiés, ses offres exclusives. C'est réserver le bon resto sans vous tromper. The Fork, à table. En ce moment, profitez d'offres exclusives dans les meilleurs restos. Téléchargez l'application dès maintenant. Et ce spot est diffusé à partir de cette semaine en télévision. Il sera décliné sur tous les réseaux sociaux et en affichage. Merci Julien pour ce journal. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Depuis le week-end dernier, face à des difficultés techniques, Elon Musk a mis en place des mesures qui limitent l'utilisation de Twitter à ses utilisateurs en réduisant le nombre de tweets pouvant être lus par jour, sachant que ces restrictions sont bien moins sévères pour les utilisateurs ayant souscrit à un abonnement payant, l'abonnement Twitter Blue à 9 € par mois environ. Et partant de cette actualité, on a élargi le sujet cette semaine et on s'est demandé si les Français, de manière générale, paieraient si les réseaux sociaux devenaient payants. Et alors, réponse, non. À 78%. Les Français ne désirent pas payer pour être présents sur les réseaux sociaux. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler en plateau avec nous, Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Et puis à ma droite, de Frédéric Simotel, éditorialiste tech pour BFM Business. Bonjour, merci. Bonjour Rebecca. Et Frédéric Roy, évidemment. Bonjour Rebecca. Rédacteur en chef pour CB News. Alors je commence avec Frédéric Simotel. 78%, c'est assez unanime. Est-ce que ça révèle que malgré la place que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan professionnel ou informatif, du jour au lendemain, n'importe qui peut s'en passer? Non, je pense que le sondage est clair, je ne vais pas remettre en cause ça, mais je pense que parce que les gens ne se rendent pas compte que si tous les réseaux sociaux deviennent payants, ils s'abonneront au moins à un, c'est quasiment sûr. On le voit à travers même si le parallèle n'est pas forcément bien vu, mais parfois aux plateformes de télé, on a quand même envie d'avoir un contenu. Et je pense que c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens disent non, je ne m'abonnerai pas, je ne payerai pas, parce qu'ils se disent tant pis, j'irai plus sur Twitter. Ils assimilent ça, je pense, peut-être à Twitter. Ils disent tant pis, j'irai voir un autre. On voit quand même aujourd'hui que malgré le fait que Elon Musk parle de limiter Twitter et tout ça, il n'y a pas une fuite massive vers d'autres réseaux. La limitation, c'est quoi? C'est 1000 tweets par jour? Oui, c'est ça, c'est 1000 tweets par jour pour le standard. Après, c'est compliqué parce que c'est la lecture de 1000 tweets par jour, ça vient assez vite. Est-ce qu'on compte les threads? Il y a tout un ensemble de choses. Après, on voit qu'il y a quelques-uns vont vers Mastodon, mais Mastodon, c'est une utilisation qui est beaucoup plus compliquée. D'autres, on attend de voir, là, il y a Facebook, Meta qui a annoncé son Threads. Concurrent. Oui, concurrent. Pour la petite histoire, ils avaient déjà lancé une application de ce style-là, mais qui était
enfin qui s'appelait Thread aussi, mais dans les années 2018-2019. Donc je pense que si tous les réseaux sociaux sont payants, les gens iront forcément vers l'un des réseaux sociaux qui les concernent. Donc voilà, je pense que c'est pas un désaveu des réseaux sociaux, parce que de toute façon, que ce soit à titre perso ou pro, on aura toujours besoin d'un réseau social. Jean-Xavier. Le résultat n'est pas très étonnant. Ça fait des années qu'on dit aux gens que si c'est gratuit, c'est que c'est eux le produit. Là, tout à coup, on leur dit que non seulement c'est eux le produit, mais qu'en plus, ils vont devoir peut-être payer. Bizarrement, ils ne sont pas d'accord. Bon, c'est pas très étonnant. Après, il faut regarder le sondage un peu plus dans le détail, puisque quand on regarde chez les plus jeunes, plus on est jeune, plus on paierait. Plus on est prêt à payer. Ouais. C'est ça. Quand vous allez sur la tranche 18-24 ans, ceux qui sont prêts à payer deviennent même majoritaires, je crois, de peut-être 54%. Donc, malgré ce chiffre... Parce que les plus jeunes n'ont pas connu la vie sans, finalement. Exactement. Les plus jeunes n'ont pas connu la vie sans, donc ne peuvent pas l'envisager et sont prêts à payer pour. Après, ce qu'il faut voir aussi, je trouve, dans cette actualité, c'est une remise en cause progressive d'une valeur des réseaux sociaux, d'une valeur de base des réseaux sociaux, qui est une forme d'universalité. Et jusque-là, quand même, la valeur du réseau social, c'est d'être gratuit, accessible au plus grand monde. Et là, soudain, on commence à avoir différents éléments. Alors, cet aspect payant qui fera des petits ou pas auprès de ses concurrents de Twitter, on verra. Des limitations un peu différentes. On avait lancé ce sondage avant qu'Emmanuel Macron parle, dans le cadre des émeutes, de peut-être limiter l'accès aux réseaux sociaux dans certaines situations sécuritaires un peu tendues. Tout ça pour dire qu'il y a une actualité globale qui montre qu'on commence à s'attaquer petit à petit à cette liberté, à cette universalité des réseaux sociaux. Aux valeurs fondamentales. Aux valeurs fondamentales depuis la création de Facebook, on va dire. Peut-être le premier à avoir émergé à l'échelle mondiale. Et c'est assez intéressant de voir ce mouvement global émerger actuellement. Et puis après, il faut voir ce que les réseaux sociaux vont offrir. C'est-à-dire, si on se met à payer pour un réseau social, on va vouloir avoir des services. On va vouloir avoir un service beaucoup plus personnalisé. On va vouloir pouvoir suivre des contenus, enfin voilà, qu'on nous adresse. Donc les attentes seraient les attentes seraient un peu plus fortes aujourd'hui parce qu'on paye pas. Bon voilà, il y a des choses, même la pub, il y a des choses où on est prêt à, on accepte parce qu'on sait que c'est gratuit. Mais le jour où ça va devenir payant, là on va devenir être un peu plus exigeant. On va vouloir des choses plus être liées à des événements, enfin participer à des événements, avoir des contenus, avoir des choses un peu particulières où on se sent un peu pas unique, parce que pour 8 euros on va pas être l'unique parmi d'autres, mais la petite chose en plus. On se sent client réellement. Quoi. Ouais, non, moi j'avais juste envie d'ajouter à la phrase de Frédéric sur le fait que si tous les réseaux sociaux étaient payants, on se mettrait à le payer. Moi, ce que je crois, c'est que si tous les réseaux sociaux étaient payants, il y en aurait un nouveau qui serait gratuit, parce que ça reste un énorme marché publicitaire et que pour le moment, Meta prend pas du tout ce chemin-là, parce que Threads, au contraire, c'est la valorisation de leurs fichiers et il y a de la pub à vendre. Et j'imagine pas du tout, par exemple, un réseau social comme TikTok devenir payant. Pour une raison simple aussi, c'est que c'est un élément de soft power. Bien sûr. D'un pays qui recherche ce soft power, je ne vois absolument pas pourquoi ils limiteraient leur influence, prendraient le risque de limiter leur influence en rendant leur réseau payant et donc moins accessible à des publics larges qu'ils ciblent aujourd'hui. Si on revient sur Musk, quel était le réel objectif à contraindre de cette manière-là les utilisateurs qui ne payent pas? Est-ce que c'est vraiment qu'ils s'abonnent à l'abonnement payant Sans doute moi, la manière dont je le lis, en tout cas, c'est une évolution de modèle économique plus qu'autre chose. Aujourd'hui, Elon Musk doit rentabiliser un achat qui a été important il y a quelques mois. Je pense que le sujet technique n'est pas non plus anodin. Il y a un événement qui, je trouve, a été très spectaculaire et très gênant pour Twitter. C'est le lancement de la campagne de Ron DeSantis il y a quelques semaines, qui était un événement médiatique sur Twitter important et qui a fait planter la plateforme concrètement. Donc aujourd'hui, en effet, ces problèmes techniques qui sont aussi liés à des vagues de départ, si je me souviens bien, liés à l'achat de Twitter par Elon Musk, sont un sujet. Le modèle économique est un sujet et je pense qu'aujourd'hui, c'est ces problèmes-là qu'il tente de résoudre en lançant cette offre payante. Oui, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour Twitter, tout ce qui se passe là ? Il y a deux sujets. Il y a en effet celui, est-ce que derrière, en sous-main, c'est pour forcer un peu la main à ceux qui n'acceptent pas de payer, mais je pense pas tellement ça, parce que sinon il aurait baissé les prix. Il a dit écoutez, je vais mettre un abonnement à 3 euros, enfin 3 dollars, 4 dollars, peut-être que ça aurait attiré plus. Il a aussi, lui, il le dit aussi d'un point de vue économique, il dit aujourd'hui Twitter c'est des data centers, c'est des serveurs, tout ça coûte très cher. Toutes les factures de cloud aujourd'hui ont augmenté minimum de 30%, et on imagine Twitter, son modèle économique, il est sur du cloud. Donc quand vous avez tout d'un coup un fournisseur qui vous met plus 30% sur des factures qui se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars, là il a dû dire bon, il va falloir qu'on voit, parce que
ce qui se passait, c'est que c'était les robots qui venaient scroller souvent. Et donc, si on réussit à enlever ces robots qui brûlent beaucoup d'énergie, de puissance serveur, etc., ça peut réduire la facture. Et ça voilà, tout ce qu'on réussira, un sou est un sou, et chaque million de dollars économisé, c'est toujours ça qu'on pourra rentabiliser dans son bilan de fin d'année. On verra ce que ça donne. On suivra ça de près, évidemment, sur BFM Business. Merci Frédéric Simotel, merci Jean-Xavier. C'est parti pour la chronique de CB News, la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Alors Frédéric, vous nous parlez d'équilibrisme aujourd'hui. Oui Rebecca, enfin plutôt d'équilibre social, celui des rédactions de journaux, qui est fragile, et particulièrement ces derniers jours. Il y a bien sûr le cas du JDD qui fait la une des autres journaux, dont la presque totalité des journalistes s'est mise en grève pour protester contre la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction, qui vient du journal du dimanche et qui vient de Valeurs Actuelles et qui ne partage pas justement ces valeurs avec celles de la rédaction. Mais plus généralement, il y a un malaise dans ces communautés très particulières que sont les rédactions de journaux, de médias, de télé ou de radio, qui sont quand même une espèce de combinaison un peu alchimique de personnalités, des journalistes professionnels qui produisent un contenu commun qui se transforme en un objet important qui est une télé, une radio, un journal. Ces équipes le font avec beaucoup de passion et d'engagement. C'est pas exceptionnel, il y a des tas d'autres métiers où on le fait, mais là on fabrique quelque chose d'assez immatériel qu'il faut un petit peu respecter et qu'il est assez facile de briser comme ça. Donc c'est ça qui est en péril. C'est ça qui est en péril, oui. La question est plus forte dans la presse écrite parce qu'elle ne se porte pas extraordinairement bien et donc les journaux sont assez souvent rachetés. Alors à chaque fois se pose effectivement la question de savoir ce que le nouveau propriétaire va faire de sa rédaction. Le problème n'est pas toujours très grave. Quand Gala est acheté par Le Figaro, il y a relativement peu de questions politiques qui risquent de se poser. Néanmoins, il faut quand même faire attention. Ça reste encore une fois des organismes assez fragiles. Mais il n'y a pas que les journaux qui sont rachetés qui sont concernés. Non, ça peut arriver comme en ce moment également au Canard enchaîné, où là il est plus question de transmission de génération, d'une génération qui passe ou qui a du mal à passer le flambeau à l'autre. Mais là aussi, c'est encore une question de relations humaines compliquées, de gens qui doivent travailler ensemble et n'ont pas toujours la capacité à le faire. Ça existe dans les grands journaux, ça existe même dans un journal aussi libertaire et anarchiste que le Canard enchaîné. Donc le problème est vaste. Ça n'existe pas trop dans Hebdocom, on peut le dire. On peut le dire. On peut se le dire. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay, en podcast, sur toutes nos plateformes et sur les applis BFM Business. Très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.